Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui me paraît un sujet assez intéressant. Il s'agit des excroissances de pierres qu'on retrouve sur certains sites mégalithiques. Donc là, on voit une photo hein, qui s'appelle Protruding Knobs, Giza, Égypte. Mais en fait, vous avez évidemment la même chose hein, sur les sites du Pérou. Ici, on voit très clairement. En plus, on voit qu'ils sont à peu près positionnés au même endroit. Vous voyez, vous avez les pierres et généralement, vous avez ces excroissances qui se situent à la base. Je dis bien généralement parce qu'en fait, c'est pas toujours le cas. Mais là, il se trouve que c'est le cas. C'est intéressant, hein. Et donc, on a affaire au même type de choses en Égypte et au Pérou. C'est quand même assez hallucinant. Alors que en Égypte, par exemple, tout ça, c'est censé avoir été construit il y a à peu près 5000 ans, si je ne m'abuse. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Moi, je pense que ce genre de technique, quand on le voit comme ça, présent à la fois sur des sites en Amérique du Sud et en Égypte, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu communication entre ces deux zones, des communications en fait qu'on ignore complètement. Alors, je pense que c'est vraiment un sujet qui est vraiment très intéressant. Je vois pas pour quelle raison, dans une civilisation, on aurait ce genre de choses-là et pourquoi on l'aurait aussi dans l'autre. Il n'y a pas d'explication si ce n'est le fait qu'il y a eu un déplacement à une époque, et c'est nécessairement une époque qu'on ignore, hein, puisque c'était il y a très longtemps, entre ces deux zones, entre ces deux zones de construction. Alors ensuite, il y a la question de la faisabilité de la communication. Ça veut dire nécessairement qu'il y a eu un voyage à partir de la Méditerranée vers l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est une possibilité. Ça peut être aussi en passant par l'autre côté, éventuellement. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important et qui est absolument ignoré de, de, de la plupart des gens, enfin des historiens, etc. C'est probablement une très grande ancienneté dans les communications qui ont existé entre l'Égypte ancienne et l'Amérique du Sud. Alors, il y a eu, il y a eu différents types de constructions, hein. Par exemple, les pyramides au Mexique, c'est tellement évident. Vous avez ce genre de choses-là. Et donc, vous avez nécessairement une communication qui s'est faite par voie maritime, par exemple. Euh, et c'est pas quelque chose qui est complètement impossible. Je veux dire, déjà, les anciens n'ignoraient pas que la Terre était ronde, hein, ils le savaient. Et donc, à partir du moment où ils savaient que la Terre était ronde, il n'y avait pas de raison quelque part pour lequel ils voudraient en faire le tour. Enfin, il y avait des raisons pour lesquelles ils voudraient en faire le tour. Et si vous regardez les voiliers, hein, par exemple, je sais qu'il y a un voilier relativement petit qui s'appelle Baluchon. C'est un voilier qui fait hein, quelque chose comme aux alentours de 4 mètres de long, donc c'est vraiment très très petit, équipé d'une voile très simple. Vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, il y a des vidéos de Baluchon et de son capitaine. Et quelque part, on ne peut pas s'empêcher de penser que finalement, le voyage de la côte africaine vers la côte d'Amérique du Sud ou d'Amérique, en fait, est peut-être pas si compliqué que ça. Alors, après, voilà, il faut avoir suffisamment de provisions pour pouvoir faire ce voyage,
Je dis pas que le voyage était nécessairement intentionnel, hein. Ça aussi, c'est une chose qui est absolument importante. À vrai dire, peut-être il n'était pas intentionnel. En tout cas, c'est le minimum. Je veux dire par là, c'est le minimum qu'on peut envisager. C'est-à-dire un voyage quelque part accidentel entre l'Afrique et puis l'Amérique du Sud. Donc on peut très bien imaginer, hein, les gens qui ont fait les pyramides, les gens qui ont réalisé ce genre de choses-là, euh, une ou deux personnes se retrouver finalement en Amérique du Sud et bien apporter ses connaissances de manière à réaliser en fait le même genre de choses, parce que c'est pas du tout normal et il faut vraiment l'envisager que ce type de choses qui est pas naturel du tout. Je veux dire, pourquoi, pourquoi il y aurait ce type de choses sur des pierres? Je veux dire, on retrouve pas ça sur des châteaux forts, des constructions occidentales. On retrouve pas ça. On ignore la justification de ces trucs, de ces excroissances. On en ignore tout. On pourrait se dire que bon, il y a différentes théories sur les roches, hein, qu'elles ont été recomposées, etc. Donc on peut se dire que c'est l'endroit où passaient les endroits pour voilà, fondre la pierre, quelque chose comme ça. Mais c'est tellement différent d'une pierre à l'autre. Ici, on en voit deux. Ici, on en voit deux pas à la même place. Là, pareil, deux pas à la même place. Deux, mais ils n'ont pas la même forme. Là aussi, il y en a deux. On voit qu'ils sont beaucoup plus près. Et donc, ils sont très différents. Quasiment à chaque pierre, il y a quelque chose de différent. Pareil ici. C'est pareil ici. Les pierres sont très différentes, pour le coup. Et on se retrouve avec des modules quand même très différents. Donc ça veut probablement dire qu'il y avait une raison commune que nous ignorons actuellement. Il y avait une raison commune pour faire ces excroissances, qu'elle était connue à l'époque, qu'elle s'est retrouvée à traverser l'Atlantique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça peut être l'Atlantique ou ça peut être par l'autre côté, hein, je veux dire, ça peut être par exemple, bon, ça peut être par exemple par le détroit de Bering. On peut imaginer des, euh, des Égyptiens se déplaçant en Asie, puis franchissant le détroit de Bering à l'occasion d'être c'était pris par les glaces ou des choses comme ça, et quelque part ramenant les raisons de cette technologie-là. Parce que pourquoi, parce que c'est la grande question en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ces fameuses excroissances? C'est, c'est une question qui est très intéressante. Euh, on peut tout imaginer. Moi, j'ai une théorie sur le sujet. J'en ai plusieurs en fait, mais bon, j'en ai une. Euh, c'est que dans le bas de la pierre, dans le bas de la pierre, euh, il y a peut-être des endroits. Alors, les pierres, les gens vivent avec. C'est ça aussi que peut-être on a du mal à comprendre de nos jours. C'est-à-dire que les gens vivaient vraiment avec la nature. Hein. Ils étaient vraiment avec la nature. De plus, ils se déplaçaient relativement peu. Il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas les transports, donc ils avaient très peu de façons de se déplacer. Donc quelque part, ils vivaient beaucoup plus avec ces pierres, parce qu'à un moment donné, les pierres, que ce soit au Pérou ou en Égypte, il faut bien qu'elles soient extraites. Donc on peut même imaginer les ouvriers dans les carrières. De toute façon, ils vivaient vraiment avec leurs pierres, et donc ils en avaient une connaissance intime. Alors évidemment, ils n'avaient pas d'outils pour faire des sondages, par exemple, je ne sais pas, avec des ultrasons ou au contraire des infrasons pour analyser la pierre, pour faire ce genre de choses-là. Hein.
mais ils avaient peut-être des techniques qui leur permettaient de comprendre les caractéristiques des pierres. Par exemple, frapper une pierre et l'entendre résonner, donc peut-être la frapper à différents endroits, et puis entendre la pierre qui résonne d'une certaine manière, et ce raisonnement, eh bien, peut indiquer par exemple que la pierre elle est fêlée, pourquoi pas, euh, que la pierre peut avoir des faiblesses, hein, éventuellement, ou au contraire qu'elle peut avoir des points forts. Par exemple, on pourrait prendre une pierre comme ça ici et voir que à l'endroit ici on a les deux protubérances, la pierre avait en fait une caractéristique particulière. Soit elle était plus solide, soit elle était moins solide, et à ce moment-là, peut-être tous ces machins-là ont été laissés parce qu'ils correspondaient à un certain état de la pierre. Par exemple, ça a été extrait, et puis ça a été extrait, mais ça venait, enfin, l'arrière de ça venait ici, l'arrière de ça venait là, par exemple, ou le contraire. Et c'est pour ça qu'on a peut-être des lignes de force dans la pierre, peut-être une densité différente à ces endroits-là, et plutôt vers le bas, de sorte que il l'aurait utilisé sciemment en fait pour garder la pierre comme ça et garder ses points de force vers le bas. C'est pour ça que éventuellement on se retrouve ici avec le même genre de choses au Pérou, c'est-à-dire éventuellement avec des points de force ici. J'avais pensé aussi éventuellement ça peut être une possibilité de pouvoir faire résonner la pierre, c'est-à-dire que les gens passaient régulièrement et puis frapper ici cet endroit-là spécifiquement, et puis ça leur permettait d'écouter la pierre résonner pour voir si tout se passait correctement, si le mur il n'avait pas des déformations ou ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est une théorie. Alors je dis absolument pas que c'est la réalité, que c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est juste une hypothèse. Il y en a probablement, il y en a beaucoup d'autres. Elles sont probablement au moins aussi valables que la mienne. Là-dessus, j'ai vraiment aucun souci. Euh, mais voilà, je pense que c'est toujours intéressant en fait d'échanger sur ce genre de choses-là. Pour ma part, je considère que ça, c'est vraiment un signe qui montre qu'il y a eu des échanges, au minimum au travers l'Atlantique ou par le détroit de Bering, et que quelque part, ces choses-là sont tout à fait correspondantes avec ça, parce qu'en fait, on retrouve pas le même genre de choses à des époques différentes en Europe par exemple, hein, où je pense pas en Asie non plus, je crois pas, je pense pas qu'on en retrouve non plus en Asie de ce genre de choses là. Ça a l'air d'être assez caractéristique de la période à laquelle ces choses-là ont été construites en fait. Et on retrouve ça nulle part ailleurs. Mais c'est vraiment très intéressant, hein, de voir que on a ça en Égypte et on a ça au Pérou. Enfin, ça devrait vraiment... Parce que pour le coup, les échanges d'informations entre les deux continents, ça, j'y crois vraiment dur comme fer. Pour moi, c'est une réalité euh, absolument véridique. Et je pense que ça s'est produit depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Peut-être pour certaines personnes, ça paraît évident. Mais moi, je pense que ça fait vraiment partie des choses qui démontrent cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un héritage d'informations sur ces excroissances
qui sont pas évidentes. Donc quelque part, il a fallu un échange. Et je trouve que ça, c'est vraiment une démonstration du truc. Voilà. Bah, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.